Bonsoir à toutes et à tous, bon dimanche, on est content de vous retrouver pour un tour de l'actualité du salon avec des invités, mais tout de suite, le sommaire de cette édition du soir, bonsoir. Ils aiment les livres jeunesse et le salon, et ils le disent, ce sont nos invités artistes, rencontre dans cette édition avec l'actrice et réalisatrice Judith Davis. Par quelle magie se retrouve-t-on avec un livre entre les mains? Reportage sur la chaîne du livre. Maillon de cette chaîne, le bibliothécaire. On rencontrera Fabrice Chambon, directeur des bibliothèques de Montreuil. Et enfin, de journal, l'exposition La tête dans les images à découvrir à Montreuil, place Aimé Césaire, à découvrir le travail de l'un des 12 illustrateurs et illustratrices. Et en plateau et en visio, des invités en visio à distance. On a avec nous Natacha Henry, ravi que vous soyez avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Et également la directrice de la Charte des auteurs et illustrateurs, Juliette Panossian. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir également à Véronique Moret, responsable jeune public Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec. Bonsoir. Alors, on va commencer tout de suite avec notre interview à distance avec l'autrice Natacha Henry. Natacha, alors on va parler de votre actualité. Les fêtes arrivent, alors si on veut se faire plaisir, vous nous proposez pour les plus jeunes une très belle histoire. C'est l'affaire des fées de Cottingley. C'est chez Rageot. Et c'est un roman qui est inspiré de faits réels. Il se déroule durant l'été 1917. Oui, absolument. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas, je vais vous le montrer. Ah, s'il vous plaît. Magnifique couverture. Voilà, c'est une histoire vraie. Ça se passe en 1917 dans le nord de l'Angleterre, où deux filles, une qui a 16 ans et l'autre qui en a 10, elles sont cousines. Et puis elles sont parties dehors faire des promenades et elles se sont promenées près du ruisseau, de la forêt et tout. Et elles sont revenues très très sales. Les vêtements pleins de boue, les vêtements déchirés et tout. Et donc, elles se font super disputer, c'est tout à fait authentique. Et puis, tout d'un coup, la plus jeune, qui a 10 ans, pour se justifier, balance comme ça, en fait, on a vu des fées. Et les mères les croient. Et puis, pour que ça s'enclenche encore mieux, et c'est ça la vraie histoire complètement dingue dans la réalité, comment ça s'est passé, c'est qu'elles se sont dit, pour prouver qu'on dit la vérité, on va fabriquer des photos pour photographier les fées. Alors c'est très simple, elles ont découpé des photos, elles ont découpé des dessins de fées dans un livre, elles les ont collés sur des épingles à chapeau, elles sont parties dans la nature, elles avaient emprunté l'appareil photo du père, et puis elles ont fait une photo. Et le truc, c'est que ça a super bien marché, c'est-à-dire qu'on les a crues. Et elles ont fait 5 photos comme ça, les deux cousines, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis, les gens avaient besoin de croire aux fées. Et puis surtout, le photomontage était tellement incroyablement réussi que ça a marché et ça les a complètement dépassées. Elles ont été dépassées par l'histoire. Même Conan Doyle a écrit des tas d'articles pour dire que c'était génial, qu'on avait enfin la preuve de l'existence des fées. Et elles ont balancé la vérité quand elles avaient plus de 80 ans au journal The Times, dans les années 80. Donc c'est vraiment incroyable parce que c'est une histoire qu'on ne connaît pas très bien en France et qui est vraiment, finalement, c'est le plus grand photomontage, le premier en tout cas, juste avec des ciseaux et de la colle. Et des gens extrêmement sérieux ont cru que grâce à ça, enfin, on tenait l'existence, la vérité, la preuve de l'existence des faits. Donc moi, j'adore cette histoire. Ouais, c'est génial, c'est aussi une très belle histoire sur le mensonge. C'est une histoire sur le fait que le mensonge a trop bien marché. Parce qu'après, vous verrez dans le livre, tout le temps, elles se disent, surtout la grande qui a 16 ans, elle voit bien que c'est quand même super difficile parce que sa mère, elle est à fond, elle va en parler à toutes ses amies, etc. Et à un moment donné, la grande va se dire, il faut que je dise la vérité, mais elle ne peut pas trahir le pacte qu'elle a avec la petite. La petite, son père, il est dans les tranchées dans le nord de la France, donc il faut continuer à la faire rêver, quoi, penser à autre chose. Alors vous avez une actualité très riche parce que vous publiez aussi Rosa Bonheur, l'audacieuse. Alors on connaît tous Rosa Bonheur, mais alors là c'est Rosa Bonheur qui a 14 ans et qui veut devenir peintre animalière et on va la suivre. Je me suis intéressée dans l'histoire, dans Rosa Bonheur l'audacieuse chez Albin Michel Jeunesse. Je me suis intéressée à la jeunesse de Rosa Bonheur, c'est-à-dire en gros comment est-ce qu'elle est devenue peintre animalière, parce qu'elle était peintre quand même de vaches, de bisons, de taureaux, de lions. C'était des trucs costauds. Ça demande une détermination, un apprentissage
hors du commun. Et à l'époque, au 19e siècle, les filles n'ont pas le droit d'aller aux Beaux-Arts. Donc, et en plus, son père, il veut pas qu'elle devienne peintre au début parce que lui-même est peintre et il sait qu'on gagne pas sa vie en étant artiste. Et donc, il veut qu'elle fasse de la couture. Puis elle va se rebeller et faire cet apprentissage sur le terrain, dans les abattoirs, les marchés aux chevaux. C'est une histoire vraie également. Hein. Voilà, vous adorez les histoires du réel. Restez avec nous parce que la rencontre à suivre va vous plaire. Tout au long de la semaine, on raconte la chaîne du livre. Vous faites partie de la chaîne du livre, vous êtes au début, vous êtes autrice, vous racontez des histoires. Et puis, dans la chaîne du livre, on a aussi les bibliothécaires qui font un boulot énorme auprès du grand public. Je propose de découvrir le métier de bibliothécaire avec un bibliothécaire de Montreuil. Alors, un bibliothécaire, c'est quelqu'un qui fait fonctionner une bibliothèque. Et une bibliothèque, c'est un lieu où on trouve des livres, des disques, des films, tout un certain nombre de choses qu'on va proposer au plus grand nombre. Et l'objectif du bibliothécaire, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possible puissent accéder à ce qu'il y a dans les livres, dans les disques, dans les films. Alors les livres nous sont fournis par les libraires. Nous travaillons avec des libraires à qui nous achetons les livres. Donc les libraires nous fournissent un stock de livres, nous en parlons avec eux, nous en parlons entre nous, nous en lisons le plus possible. Parfois on n'arrive pas à tous les lire, donc on a des revues qui nous parlent des livres. Et puis ensuite nous faisons une sélection qui vise à s'adresser là aussi au maximum d'entre nous, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte d'avoir des livres sur tous les sujets, premier élément, qui permettent de découvrir plusieurs points de vue sur un même sujet. Un bibliothécaire, il va diviser son temps en 3. D'une part, il va accueillir le public, c'est-à-dire qu'on va aller le voir à la banque d'accueil de la bibliothèque pour emprunter un document. Il va aussi accueillir les publics pendant les périodes de fermeture de la bibliothèque. C'est-à-dire, par exemple, il va accueillir une classe, il va accueillir un groupe d'adultes. Ça, c'est un tiers de son temps. Pendant un tiers de son temps, il va faire tout le travail dont on a parlé de sélection de documents, de sélection de livres. Et puis, pendant le dernier tiers de son temps, il va imaginer des projets, puisque dans les bibliothèques, il y a des expositions, il y a des concerts, il y a des projections de films, il y a des rencontres avec des écrivains. Le bibliothécaire, il est, de mon point de vue, essentiel parce qu'il permet à tout un tas de personnes d'accéder à des livres gratuitement. Et donc, en complément du libraire à qui il achète des livres, le bibliothécaire, dans ce qu'on appelle la chaîne du livre, il va avoir cette mission de diffuser le livre auprès de publics qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie d'aller acheter des livres chez le libraire. Voilà à quoi va servir la bibliothèque à côté du libraire. Et puis, si tout se passe bien, si on fait bien tous notre travail, eh ben, ça va inciter les personnes qui auront peut-être découvert le livre à la bibliothèque à aller acheter des livres à la librairie. Et ça contribuera à faire fonctionner l'ensemble de la chaîne du livre et ça permettra de rémunérer les auteurs, les éditeurs de livres, etc., etc. Merci. Maintenant, on comprend vraiment beaucoup mieux le métier de bibliothécaire. Alors, vous êtes sur la télé du Salon du Livre de Jeunesse sur Via Grand Paris et on reçoit un nouvel invité. C'est une invitée partenaire de ce salon. Merci beaucoup d'être avec nous, Juliette Panossian. Bonjour. Vous êtes la directrice de la charte des auteurs et illustrateurs. J'imagine que vous êtes très contente que ce salon se tienne malgré tout, même s'il ne peut pas être présent physiquement. Il est là sur le multimédia. Il existe. C'est important pour les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices. Oui, bien sûr, c'est important. Alors, je vais peut-être vous présenter un petit peu la charte. Et oui, bien sûr, j'allais vous le demander. Alors, la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, donc la charte de son petit nom, c'est une association historique puisqu'elle fête cette année ses 45 ans d'existence et elle regroupe 1400 membres qui sont tous auteurs illustrateurs jeunesse. Et c'est vraiment la spécificité de cette association, c'est d'être vraiment sur le pan jeunesse de la littérature. Et puis c'est une association qui fonctionne avec un conseil d'administration, donc 13 administrateurs et administratrices qui sont tous aussi auteurs illustrateurs jeunesse, et puis 4 salariés dont je fais partie. Et au quotidien, si vous voulez, nous œuvrons à la
défense à la fois du statut et des droits des auteurs au quotidien. C'est vraiment notre mission principale. Et nous avons aussi un rôle, je dirais, d'accompagnement et de renseignement de nos membres. Ça passe par des formations, des conseils juridiques, de l'information. C'est à la fois un accompagnement qui peut être très individualisé sur, par exemple, des questions de droit d'auteur, de négociation de contrats avec des éditeurs. Et puis d'une manière plus générale, de renseignement sur l'actualité juridique, fiscale qui touche les auteurs. Voilà, votre rôle est vraiment important parce que c'est vrai que on ne le sait pas toujours. C'est un métier passion, c'est un formidable métier que parler de raconter des histoires aux enfants, mais c'est aussi un métier précaire. Donc on a besoin de défendre les droits des autrices, auteurs, illustrateurs. Exactement, c'est avant tout un métier en fait. C'est vrai qu'on a peut-être tendance un petit peu à l'oublier parce que c'est effectivement le métier passion, etc. Que c'est beaucoup le cas pour un bon nombre de métiers de la création en fait. On oublie que c'est avant tout un métier et que donc les auteurs doivent être rémunérés, doivent être justement rémunérés pour leur travail. Donc nous, la charte, si vous voulez, par nos actions qui sont parfois assez militantes, on est vraiment à cet endroit-là de la défense des droits et du statut de l'auteur. Voilà, et dans vos actions, vous allez aussi à la rencontre du public. Oui, tout à fait. Alors, déjà à Montreuil, ça c'est un temps très important pour les auteurs parce que c'est vraiment le grand moment de rassemblement de l'année. C'est vrai que par essence, les métiers de la création sont des métiers quand même assez solitaires. Et donc c'est important d'avoir ces grands temps de rassemblement comme Montreuil, comme le salon du livre et de la presse jeunesse. Et donc on y a un stand où on accueille bien sûr les auteurs. C'est un lieu de convivialité avant toute chose et de renseignement. Et puis on se veut aussi d'avoir un rôle pédagogique en fait envers le grand public, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être méconnaît finalement le métier d'auteur, pense que c'est juste quelqu'un qui écrit comme ça, mais n'a pas de notion des questions de rémunération, de droits des auteurs, etc. Donc on a aussi ce rôle pédagogique envers le grand public qui vient au Salon de Montreuil. Alors vous aimez les livres, oui. Vous aimez le livre jeunesse, il y a un livre qui vous a marqué quand vous étiez plus jeune ? Alors, c'est pas directement un livre jeunesse, je dirais, mais j'ai un souvenir très précis d'un livre où vraiment le premier livre qui m'a fait vraiment rire, en fait, où je suis vraiment rentrée dans l'histoire et je riais beaucoup, c'était un livre de Gottlieb, Les rubriques à braque. Un livre emprunté à mon père, un peu en secret. Et vraiment, j'ai un souvenir très précis d'avoir vraiment ri et découvert vraiment l'humour à travers un livre. Et à travers les bulles. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre personne qui aime beaucoup les livres et qui nous en parle vraiment très très bien, c'est une artiste, on a été la rencontrer, c'est la réalisatrice Judith Davis. La première, non, je pense pas, parce que j'étais très petite. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Donc non, mais je me souviens, j'ai des souvenirs anciens du salon. Je me souviens des premiers thèmes que j'ai identifiés comme tels. C'était dans 10 ans, l'an 2000. Donc tu vois, ça fait un bail. Ça mélangeait à la fois la découverte des livres et tout un soin apporté à l'exposition du thème qui faisait une super chouette porte d'entrée pour tous ces univers de lecture différents. Et je me souviens très bien, dans 10 ans, l'an 2000. Ça me semblait très très loin. Il y avait aussi le conte. Ça, c'était l'année d'après, je crois, le thème du conte, où il y avait ce qu'on appelait les îles de lecture, où il y avait toute une scénographie avec des espèces de rochers. On regardait à l'intérieur et dedans, il y avait des comédiens et des comédiennes qui jouaient, dans mon souvenir, Scheherazade, qui se peignaient, qui lisaient des contes. Enfin, c'était vraiment magique. Il y avait vraiment un rapport entre le livre et la magie qui était, et le théâtre, en fait, grâce à ces îles de lecture qui étaient fantastiques. Se dire que c'est un temps pour soi, que c'est pas un marché et que c'est chouette de pouvoir essayer de se faire une petite bulle dans cette grande bulle et de se dire qu'on peut passer plusieurs minutes, plusieurs heures seul avec un livre qu'on n'aurait pas découvert autrement et se fabriquer une petite île de lecture, pour citer le salon d'autrefois. Il y en a beaucoup, mais je pense que grâce au salon, j'ai découvert Claude Ponty, Adèle et Lapelle, et puis j'ai beaucoup lu les Tommy Ungerer.
Voilà, c'est un peu mon époque. Qui est-ce que j'ai découvert vraiment Mais disons que le Géant de Zeralda et Adèle et l'Appel, on peut dire que j'ai dû les lire 2000 fois. Merci Judith Davis pour ces conseils de lecture et ce regard sur le Salon du Livre de Jeunesse. Vous êtes sur la télé du Salon du Livre sur Via Grand Paris. Nouvelle invitée, c'est Véronique Moret, responsable jeune public du Théâtre des Bergeries. C'est à Noisy-le-Sec. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. On va parler du projet Lire et Dire. C'est un très beau projet pour permettre aux jeunes de votre ville de découvrir la littérature jeunesse. Alors plus largement. Tout à fait théâtral. C'est un projet qu'on a initié il y a 12 ans. En fait, c'est au moment de mon arrivée au Théâtre des Bergeries. Un projet d'ailleurs que j'avais vécu dans mon ancien lieu de travail à Fontenay-sous-Bois. C'est un projet qui a été un peu inventé par la compagnie Pour ainsi dire, qui est co-dirigée par Philippe Dorin, auteur de théâtre, et Sylviane Fortuny, metteur en scène. L'idée, c'était de faire découvrir aux enfants ce répertoire qui était pas vraiment naissant, mais pas loin, de théâtre jeune public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une foison d'éditeurs qui se sont mis à éditer des textes de théâtre jeune public. Il y a 20 ans, c'était pas du tout le cas. Ça, c'était vraiment le début. Et Philippe Dorin, en particulier, était confronté au problème que son écriture, en fait, avait beaucoup de mal à passer, en particulier auprès des enseignants. C'est-à-dire autant les enfants, au moment de la présentation de leur spectacle, les enfants rentraient dans cette poésie particulière, autant les enseignants, il y avait une espèce de peur. Donc la compagnie Pour ainsi dire, quand nous au Théâtre des Bergeries, nous l'avons accueilli en résidence, ils sont restés 4 ans, a eu envie de nous a proposé de créer un projet qui permettrait de former les enfants, évidemment, à ce répertoire, mais également les enseignants. Donc on a mené là ça pendant 4 ans avec la compagnie Pour ainsi dire. Ensuite, la compagnie Artifice a succédé, la compagnie Bouche Bée, et aujourd'hui c'est la compagnie Larousse, Nathalie Bansard, donc qui est en résidence chez nous avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis. Et depuis donc toutes ces années, avec 10 classes, nous travaillons sur la découverte de ce répertoire. Les enfants découvrent 8 textes de théâtre, travaillent en lecture à haute voix avec des comédiens un extrait d'un des textes qui est présenté sur une journée qu'on appelle la journée Lire-Dire, qui en fin de saison rassemble les 10 classes qui participent, et chacune des classes lit l'une après l'autre un extrait d'un texte qui a donc été travaillé en lecture à haute voix. Voilà, et c'est destiné aux CM1, CM2 et 6e. 10 classes. 10 classes. Depuis 12 ans, donc vous imaginez le nombre de classes qui ont donc eu accès à ce répertoire. Et dans le cadre de ce projet, ils voient 2 textes deux spectacles d'un de ces textes mis en scène. Ils rencontrent des auteurs. Enfin, c'est un projet extrêmement riche qui vraiment fait qu'aujourd'hui, à Noisy-le-Sec, d'abord, il y a dans la mesure où la médiathèque Roger Gouillet est partenaire, il y a un répertoire, un fonds de textes de théâtre assez impressionnant à Noisy-le-Sec, et puis des enfants qui connaissent, empruntent des textes de théâtre, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais, alors, vous n'êtes pas très très loin de Montreuil. Est-ce que vous êtes allé voir la belle exposition à Montreuil, La tête dans les images? Pas encore. Écoutez, regardez tout de suite. On va vous proposer de découvrir le travail de l'une des illustratrices, c'est Marjolaine Leray. Marjolaine Leray, la collection, édition courte et longue. En quelques coups de crayon de couleur, tellement appuyés qu'on se demande comment leur mine ne casse pas, une jungle multicolore apparaît, proche d'un dessin d'enfant. Verduriante et peuplée de nombreux animaux. Les gros, qu'on repère vite, tigres, girafes, le perroquet tout rouge, ceux qui se confondent dans le décor, caméléons ou tortues, ou ceux dont on n'aperçoit qu'un détail, comme la trompe pour l'éléphant. Et là, on sait que les dessins sont ceux d'une adulte, Marjolaine Leray. Les habitants ne sont toutefois pas tranquilles dans leur jungle. Julius y fait irruption. Petit garçon en noir et blanc armé d'un filet à papillons. On voit tout de suite ses intentions.
Il attrape les animaux, les met en cage et les emporte dans son salon. La force contre la liberté. En réalité, Julius a simplement envie de faire une fête avec des amis. Mais la façon, elle va se retourner contre lui, car l'union fait la force, même quand on est un animal enfermé dans une cage dûment étiquetée. Dans l'album, l'histoire se finit bien. En 4e de couverture, le gamin sert le thé à ses invités. Il est intéressant et rigolo de voir l'intrusion d'un personnage humain en noir et blanc dans des scènes animalières colorées. L'opposition des deux mondes se marque mieux dans le livre où le pli sépare les deux univers, celui des animaux, jungle foisonnante en couleurs, et celui de Julius, en noir et blanc, dans un salon vide et ordonné. Grâce à ce jeu, on voit tout de suite quand un personnage n'est pas dans son univers. Une façon amusante de parler du rapport de l'humain à la nature, de la notion de territoire et de propriété. Marjolaine Leray aime jouer avec l'aspect physique du livre. Elle cite d'autres artistes en exemple. Suzy Lee dans Ombre, où une page est l'ombre projetée par l'autre page, Isabelle Minos-Martins et Bernardo P. Carvalho dans Halt, on ne passe pas, où la frontière entre page de droite et page de gauche devient une frontière physique que les personnages n'ont pas le droit de franchir. Maintenant, c'est à vous de découvrir comment Julius et ses nouveaux amis jouent avec la forme du livre. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ? Merci Lucie Cauve pour ce cours d'histoire de l'illustration. Merci à nos invités sur place et en visio de nous avoir fait vivre leur vie d'auteur, de responsable de charte et de responsable de théâtre. On vous dit à très vite sur l'antenne de Via Grand Paris avec la télé du Salon du Livre Jeunesse.